Dans l'histoire moderne de la monarchie britannique, peu de figures ont laissé une empreinte aussi profonde que celle de la princesse Diana. Presque 3 décennies après sa disparition tragique à Paris, son nom continue de susciter une émotion que peu de personnalités publiques ont réussi à maintenir aussi longtemps. Pour certains, elle demeure la princesse du peuple. Pour d'autres, elle représente la femme qui a bouleversé à jamais les règles d'une institution vieille de plusieurs siècles. C'est dans ce contexte qu'émerge aujourd'hui une histoire qui passionne les observateurs royaux du monde entier. Celle d'un portrait oublié, relégué dans l'ombre pendant des décennies avant de réapparaître soudainement au cœur même de Windsor. À première vue, il ne s'agit que d'un tableau, un objet décoratif parmi tant d'autres dans les immenses résidences royales. Pourtant, dans l'univers extrêmement codifié de la monarchie britannique, rien n'est jamais aussi simple. Chaque portrait possède une signification particulière. Chaque emplacement est soigneusement étudié. Chaque image accrochée au mur des palais raconte une partie de l'histoire officielle du Royaume-Uni. Être représenté dans un lieu prestigieux revient à obtenir une forme d'immortalité historique. C'est la preuve qu'une personnalité a laissé une trace suffisamment importante pour entrer dans la mémoire collective de la couronne. Selon le récit qui circule aujourd'hui, ce portrait de Diana aurait été réalisé durant l'une des périodes les plus marquantes de sa vie. À cette époque, la princesse se trouvait au sommet de sa popularité. Son sourire captivait les foules. Son élégance fascinait les photographes. Son engagement humanitaire commençait déjà à transformer son image, bien au-delà du rôle traditionnel d'une princesse de Galles. Le tableau aurait été conçu pour rejoindre un jour l'un des espaces les plus symboliques de Windsor, un lieu consacré aux femmes qui ont marqué l'histoire de la monarchie britannique. Mais le destin en décida autrement. La mort brutale de Diana, en août 1997, interrompit brutalement ce processus. Le portrait ne fut jamais installé comme prévu. Le projet disparut progressivement des conversations officielles, tandis que la monarchie tentait de survivre à l'une des plus graves crises de réputation de son histoire moderne. Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut se souvenir de l'état du pays à l'époque. Lorsque la nouvelle de l'accident de Paris fut annoncée, le Royaume-Uni entra dans une période de deuil collectif sans précédent. Des millions de fleurs furent déposées devant Kensington Palace. Des milliers de personnes pleurèrent ouvertement dans les rues de Londres. Les chaînes de télévision interrompirent leur programme habituel pour couvrir l'événement en continu. Jamais auparavant la monarchie n'avait été confrontée à une telle vague émotionnelle. Diana n'était plus seulement une princesse. Elle était devenue un phénomène mondial. Pourtant, au sein de l'institution royale, son héritage demeurait une question particulièrement délicate. Son mariage avec le prince Charles avait exposé publiquement des tensions internes que la monarchie préférait traditionnellement garder secrètes. Les révélations sur les difficultés conjugales, les interviews télévisées et les conflits familiaux avaient profondément fragilisé l'image de la famille royale. Ainsi, après sa disparition, une question demeurait sans réponse. Quelle place l'institution allait-elle accorder à la mémoire de Diana? Devait-elle être célébrée comme une figure historique majeure? Ou bien devait-elle rester une présence discrète afin d'éviter de rouvrir les blessures du passé? C'est précisément cette interrogation qui donne aujourd'hui toute sa puissance symbolique à l'histoire du portrait. Car dans l'imaginaire collectif, ce tableau est devenu bien plus qu'une œuvre d'art. Il représente
une reconnaissance, une réparation, une forme de justice mémorielle. L'idée qu'un portrait de Diana ait pu rester caché pendant des années nourrit naturellement un sentiment d'injustice chez ceux qui considèrent la princesse comme l'une des personnalités les plus importantes du XXe siècle. À l'inverse, son retour supposé dans un lieu prestigieux apparaît comme une réhabilitation officielle. Cette dimension symbolique explique pourquoi l'affaire suscite autant de réactions. En réalité, les débats autour de Diana n'ont jamais véritablement porté sur le passé. Ils concernent avant tout le présent et l'avenir de la monarchie. Chaque génération cherche à interpréter son héritage à sa manière. Pour certains, elle demeure l'incarnation de la compassion et de l'humanité. Pour d'autres, elle représente le début d'une transformation profonde de la famille royale vers davantage de proximité avec le public. Et c'est précisément là qu'intervient le prince William. Depuis plusieurs années, l'héritier du trône apparaît comme le principal gardien de l'héritage moral laissé par sa mère. Contrairement aux périodes plus tumultueuses de sa jeunesse, il s'est construit une image de stabilité, de discipline et de responsabilité. Mais derrière cette image publique se trouve également un fils qui a grandi sous le regard permanent des caméras après avoir perdu sa mère à seulement 15 ans, Mandahan. Cette expérience unique a profondément marqué sa génération. De nombreux spécialistes de la monarchie considèrent aujourd'hui que William cherche progressivement à réconcilier deux dimensions souvent opposées. La tradition, représentée par la couronne, et l'héritage émotionnel incarné par Diana. Ainsi, dans le récit qui nous intéresse, le retour du portrait ne constitue pas seulement un geste protocolaire. Il devient un message. Le message selon lequel la mémoire de Diana ne peut plus être séparée de l'histoire officielle de la monarchie moderne. Qu'il s'agisse d'un événement parfaitement exact ou d'un récit partiellement romancé, une chose demeure incontestable. Près de 30 ans après sa disparition, Diana continue d'occuper une place unique dans l'imaginaire collectif britannique. Très peu de personnalités royales ont réussi à conserver une telle influence après leur mort. Et c'est précisément pour cette raison qu'un simple portrait peut aujourd'hui provoquer autant de débats, d'émotions et de fascination à travers le monde. Car au fond, cette histoire ne parle pas seulement d'un tableau accroché à un mur. Elle parle d'une femme devenue une légende et des batailles silencieuses qui continuent d'entourer sa mémoire. Si l'histoire du portrait nous révèle quelque chose, c'est que les véritables batailles de la monarchie britannique ne se déroulent pas toujours devant les caméras. Certaines guerres sont silencieuses. Elles ne se gagnent pas avec des discours officiels ni avec des cérémonies fastueuses. Elles se jouent dans la mémoire. Elles se jouent dans la manière dont l'histoire choisit de se souvenir de certaines personnes et d'en oublier d'autres. Et aucune rivalité n'illustre mieux cette réalité que celle qui oppose, dans l'imaginaire collectif, Diana et Camilla. Pendant des décennies, les deux femmes ont incarné deux visions radicalement différentes de la monarchie britannique. D'un côté se trouvait Diana Spencer, jeune aristocrate timide, arrivée à Buckingham Palace à seulement 20 ans. Une jeune femme qui rêvait d'amour, de stabilité familiale et d'une vie heureuse auprès du futur roi. De l'autre côté se trouvait Camilla Parker Bowles, une femme issue du même monde aristocratique que Charles, connaissant parfaitement les règles non écrites de la haute société britannique et partageant avec lui des intérêts, des habitudes et un langage commun forgé bien avant l'apparition de Diana dans sa vie. Au fil des années, cette opposition s'est progressivement transformée en l'un des récits
les plus puissants du XXe siècle. Pour le grand public, Diana représentait l'innocence. Camilla représentait l'ombre. Cette perception n'était pas forcément juste dans toute sa complexité humaine, mais elle s'est imposée durablement dans l'opinion publique. La force de Diana résidait dans sa capacité exceptionnelle à créer un lien émotionnel avec les gens ordinaires. Elle serrait les mains, elle embrassait les enfants, elle visitait les malades, elle s'asseyait auprès des personnes marginalisées lorsque beaucoup d'autres préféraient garder leur distance. Lorsqu'elle visita des patients atteints du sida dans les années 1980 et leur serra la main devant les photographes du monde entier, elle contribua à changer le regard de millions de personnes sur la maladie. Ce geste paraissait simple. Il était en réalité révolutionnaire. Diana comprenait intuitivement quelque chose que l'institution royale n'avait pas encore totalement intégré. L'émotion pouvait devenir une forme de pouvoir. Et ce pouvoir allait bientôt dépasser les frontières du Royaume-Uni. Plus sa popularité grandissait, plus les comparaisons devenaient inévitables. Chaque apparition publique de Diana faisait la une des journaux. Chaque tenue était analysée. Chaque sourire était commenté. Chaque déplacement attirait des foules immenses. La presse internationale était fascinée. Les photographes la poursuivaient dans le monde entier. Rapidement, Diana cessa d'être simplement la princesse de Galles. Elle devint une icône mondiale. Cette popularité exceptionnelle eut cependant un prix, car derrière les sourires se cachait une réalité beaucoup plus complexe. La pression médiatique devenait étouffante. Le mariage royal se détériorait progressivement. Les rumeurs d'infidélité circulaient sans cesse. Les tensions au sein du couple apparaissaient de plus en plus visibles. Et pendant que le public observait ce drame à travers les gros titres des journaux, une autre bataille se développait discrètement au sein même de la monarchie. Une bataille pour le contrôle du récit. Qui était la véritable victime? Qui portait la responsabilité de l'échec du mariage? Qui méritait la sympathie de l'histoire? Ces questions allaient en devenir centrales après la disparition de Diana. Car lorsqu'une personnalité meurt prématurément, son image cesse d'évoluer. Elle se fige. Elle devient une référence, un symbole, une légende. C'est exactement ce qui s'est produit avec Diana. À partir de 1997, elle n'était plus simplement une ancienne princesse. Elle devenait progressivement une figure historique, une figure que chacun cherchait à interpréter selon sa propre vision. Les admirateurs de Diana voyaient en elle une femme sacrifiée par une institution incapable de comprendre sa sensibilité. Les défenseurs de la monarchie soulignaient au contraire la complexité de la situation et les nombreuses difficultés auxquelles étaient confrontés tous les membres de la famille royale. Mais quelle que soit l'interprétation retenue, une réalité demeurait incontestable. Diana occupait désormais une place unique dans la conscience collective. Et cette place rendait inévitable la comparaison avec Camilla. Lorsque Charles et Camilla officialisèrent finalement leur relation, puis leur mariage, ils durent affronter un obstacle que peu de couples royaux avaient rencontré auparavant. Ils n'étaient pas comparés à une personne vivante. Ils étaient comparés à un mythe. Or, il est presque impossible de rivaliser avec un mythe. Les années passèrent. La monarchie évolua. L'opinion publique changea progressivement. Camilla réussit peu à peu à améliorer son image auprès d'une partie des Britanniques grâce à son travail discret et constant au sein de la famille royale. Pourtant, malgré cette évolution, le souvenir de Diana continua d'occuper une place dominante dans les émotions collectives. C'est pourquoi l'histoire du portrait possède aujourd'hui une telle résonance, parce qu'elle dépasse largement la question d'une œuvre d'art.
Elle symbolise une confrontation entre deux héritages, l'héritage officiel de la monarchie et l'héritage émotionnel laissé par Diana. Or, dans les sociétés modernes, les émotions collectives jouent un rôle de plus en plus important dans la construction de la mémoire historique. Les palais peuvent conserver les archives. Les institutions peuvent rédiger les communiqués. Mais ce sont souvent les citoyens qui décident finalement quelle figure mérite d'être retenue. Et sur ce terrain-là, Diana demeure une force exceptionnelle. Près de 30 ans après sa mort, son influence continue de traverser les générations. Les jeunes qui n'étaient même pas nés en 1997 connaissent encore son histoire. Les documentaires qui lui sont consacrés attirent des millions de spectateurs. Les livres continuent de se vendre. Les débats ne s'arrêtent jamais. La raison est simple. Diana est devenue bien plus qu'un personnage historique. Elle est devenue une émotion collective. Et lorsqu'une personne atteint ce statut, sa mémoire cesse d'appartenir uniquement à sa famille ou à son époque. Elle appartient à l'histoire. C'est précisément ce que révèle le retour symbolique du portrait évoqué dans le chapitre précédent. Car derrière cette image retrouvée se cache une question bien plus profonde. Qui écrira le prochain chapitre de l'histoire royale britannique? La réponse semble désormais se dessiner autour d'une nouvelle génération. Une génération incarnée par le prince William. Une génération qui porte à la fois le poids de la tradition et l'héritage émotionnel laissé par Diana. Si Diana est devenue une légende, alors William est devenu son héritier le plus inattendu. Non pas l'héritier de ses titres, non pas l'héritier de ses biens, mais l'héritier de son influence, l'héritier de son histoire, l'héritier de cette relation unique qu'elle avait réussi à construire avec le public britannique. C'est précisément ce qui distingue aujourd'hui le prince de Galles des générations royales qui l'ont précédé. Car William appartient à une génération née au croisement de deux mondes. Le premier est celui de la monarchie traditionnelle, un univers fondé sur le protocole, la discrétion et la continuité institutionnelle. Le second est celui des médias modernes, un monde dominé par l'image, l'émotion et la communication permanente. Peu de personnalités ont vécu cette transition avec autant d'intensité que lui. Depuis son enfance, sa vie s'est déroulée sous l'œil des caméras. Les Britanniques l'ont vu grandir. Ils l'ont vu accompagner sa mère lors d'événements publics. Ils l'ont vu sourire. Puis ils l'ont vu souffrir. L'image du jeune William marchant derrière le cercueil de Diana en septembre 1997 reste aujourd'hui l'une des scènes les plus marquantes de l'histoire contemporaine britannique. Des millions de personnes ont observé ce garçon de 15 ans avancer au milieu d'une foule silencieuse. À cet instant précis, beaucoup n'ont pas vu un prince. Ils ont vu un fils. Et cette distinction est essentielle, parce que c'est à partir de ce moment que le destin de William a commencé à se différencier de celui des héritiers royaux qui l'avaient précédé. La plupart des futurs souverains apprennent progressivement leur rôle au sein de l'institution. William, lui, a également dû apprendre à gérer une douleur que le monde entier observait en direct. Cette expérience a profondément façonné sa personnalité. Au fil des années, il a développé une réputation de prudence exceptionnelle. Contrairement à d'autres membres de la famille royale, il parle peu. Il évite les polémiques. Il mesure soigneusement chacun de ses gestes. Cette retenue est souvent interprétée comme de la froideur, mais de nombreux observateurs y voient plutôt une forme de discipline forgée par l'expérience. William sait mieux que quiconque ce que peut coûter une guerre médiatique. Il a vu sa mère poursuivie par les photographes. Il a vu sa famille exposée publiquement. Il a vu les conséquences de conflits
qui ont dépassé les murs des palais pour devenir des spectacles mondiaux. Cette mémoire explique en grande partie la stratégie qu'il adopte aujourd'hui. Contrairement à certaines générations précédentes, il semble comprendre que la survie de la monarchie dépend désormais autant de la confiance du public que du respect des traditions. Et c'est ici que l'héritage de Diana devient déterminant. Pendant longtemps, les experts royaux ont considéré Diana et l'institution comme deux forces opposées. D'un côté, la spontanéité, de l'autre, le protocole. D'un côté, l'émotion, de l'autre, la discipline. Mais William semble avoir choisi une troisième voie, une voie qui cherche à réunir ces deux dimensions. Il ne tente pas d'effacer la tradition. Il ne cherche pas non plus à reproduire exactement le modèle de sa mère. Au contraire, il essaie de construire une monarchie capable d'intégrer l'héritage émotionnel de Diana, tout en préservant la stabilité de l'institution. Cette approche apparaît clairement dans la manière dont il gère sa propre image publique. Avec Catherine, princesse de Galles, il a progressivement construit une représentation de la famille royale plus accessible que celle des générations précédentes. Les photographies familiales diffusées régulièrement, les apparitions auprès de leurs enfants, les engagements liés à la santé mentale, les initiatives consacrées au bien-être des jeunes. Tous ces éléments témoignent d'une évolution profonde. La monarchie moderne cherche désormais à parler le langage du public. Et ce langage ressemble souvent à celui que Diana utilisait instinctivement il y a plusieurs décennies. Dans ce contexte, l'histoire du portrait prend une dimension encore plus symbolique, car elle ne concerne pas uniquement le passé. Elle concerne également l'avenir. Si Diana retrouve sa place dans le récit officiel de la monarchie, cela signifie que l'institution reconnaît implicitement l'importance de l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. Une monarchie capable de reconnaître cette réalité est aussi une monarchie capable d'évoluer. Or, l'évolution constitue aujourd'hui l'un des plus grands défis de la couronne britannique. Le monde a changé. La société britannique a changé. Les attentes du public ont changé. Les jeunes générations regardent désormais les institutions avec un regard plus critique. Elles demandent davantage de transparence, davantage d'authenticité, davantage d'humanité. Sur ce terrain, Diana demeure une référence presque incontournable, parce qu'elle incarnait précisément ces qualités bien avant qu'elles ne deviennent des exigences sociales majeures. C'est pourquoi son influence continue d'être perceptible aujourd'hui, non seulement dans la mémoire collective, mais également dans la transformation progressive de la monarchie elle-même. Ainsi, lorsque certains observateurs interprètent le retour symbolique de son portrait comme une victoire de la mémoire sur l'oubli, ils voient en réalité quelque chose de plus profond. Ils assistent à la rencontre de deux époques, l'époque de Diana et celle de William. L'une a bouleversé les règles, l'autre tente de les réinventer. L'une a changé la manière dont le monde regardait la monarchie. L'autre cherche à définir la manière dont la monarchie regardera le monde au XXIe siècle. En définitive, le véritable enjeu de cette histoire n'est peut-être pas de savoir où un portrait a été accroché. Le véritable enjeu est de comprendre ce qu'il représente, car derrière cette image se trouve une question qui continuera probablement à accompagner la famille royale pendant encore de nombreuses années. Comment préserver l'héritage d'une femme devenue une légende tout en construisant l'avenir d'une institution plusieurs fois centenaire? À cette question, William semble aujourd'hui apporter sa propre réponse. Une réponse faite de patience, de stratégie, de mémoire, et surtout d'une conviction profonde. Certaines figures ne disparaissent jamais réellement. Elles continuent de vivre
à travers ceux qui choisissent de porter leur héritage. Et dans l'histoire contemporaine de la monarchie britannique, peu d'héritages apparaissent aussi puissants que celui laissé par Diana, princesse de Galles. Et si cette histoire nous apprend une chose, c'est que certaines figures ne disparaissent jamais vraiment. Les années passent, les générations changent, les palais évoluent. Pourtant, certains noms continuent de traverser le temps parce qu'ils ont laissé une empreinte dans le cœur des gens. Diana reste l'une de ces rares personnalités dont l'influence dépasse largement les frontières de son époque. Mais derrière chaque événement royal, derrière chaque décision prise dans les couloirs de Buckingham Palace ou de Windsor, se cachent encore de nombreuses histoires méconnues, des rivalités silencieuses, des secrets soigneusement gardés et des vérités qui continuent de fasciner le monde entier. Si vous avez apprécié cette enquête et cette analyse approfondie sur la famille royale britannique, n'oubliez pas de soutenir notre travail. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un commentaire pour nous dire votre opinion sur cette histoire. Pensez-vous que l'héritage de Diana continuera d'influencer l'avenir de la monarchie britannique? Le prince William parviendra-t-il à réconcilier tradition et modernité dans les années à venir? Votre avis nous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle enquête exclusive, de nouvelles révélations et de nouvelles analyses consacrées aux plus grandes histoires qui façonnent encore aujourd'hui la famille royale britannique. À très bientôt sur la chaîne.